Bonjour. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours en ligne, consacré cette fois-ci aux démocraties libérales dans l'entre-deux-guerres, avec l'exemple de la Belgique. On a vu aux deux derniers cours, enfin dernière capsule vidéo, le fascisme qui naît en Italie à partir de 1919. On a vu le nazisme qui s'installe petit à petit avec l'accession au pouvoir d'Hitler en 1933. Donc c'était pour l'Allemagne, on a vu l'Italie et l'Allemagne. Maintenant on va s'intéresser un petit peu au cas belge, notre cas à nous, pour voir un petit peu est-ce que les choses ont été similaires, est-ce qu'on a eu nous aussi des extrêmes, est-ce que les choses ont évolué différemment, et puis surtout, vous avez vu que l'Allemagne et l'Italie, elles sont impactées d'une façon ou d'une autre par la crise de 1929, est-ce que la crise de 1929 nous a nous aussi impactés d'une façon ou d'une autre, au point d'amener des extrêmes au pouvoir. Alors on va voir comme ça plusieurs documents. Donc la crise, bien évidemment, nous a impactés de diverses manières, et le gouvernement va réagir comme il le peut à ce qui se passe finalement. Ils vont essayer de mettre en place des éléments qui vont permettre de faciliter les choses. Alors le premier document qu'on a sous les yeux, qui sera distribué dans les feuilles que vous aurez, mais qui apparaît aussi à l'écran actuellement, c'est le plan de travail d'Henri Demann, qui est un document qui a été édité en janvier 1934, et qui nous dit « L'objet de ce plan est une transformation économique et politique du pays qui consiste... » Deux points, je vais lire la suite, mais d'abord, quand même, intéressons-nous à la date, 1934, 1929, la crise est là, 1933, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, donc ça veut dire que la crise, dès 1933, elle a déjà impacté l'Europe, elle a déjà impacté l'Europe occidentale, c'est-à-dire, donc 1934, c'est assez intéressant, c'est le moment où la crise nous a impacté et qu'elle a eu un tel impact depuis un certain moment qu'il est temps de réagir. Donc ça veut dire que depuis déjà 1931, 32, peut-être 33, nous sommes impactés. L'objet de ce plan est une transformation économique et politique du pays qui consiste, premièrement, à instaurer un régime d'économie mixte comprenant, à côté du secteur privé, un secteur nationalisé qui englobe l'organisation du crédit et les principales industries déjà monopolisées en fait. Deuxièmement, à soumettre l'économie nationale ainsi réorganisée à des directives d'intérêt général tendant à l'élargissement du marché intérieur en vue de résorber le chômage et de créer les conditions d'une prospérité accrue. Troisièmement, à réaliser une réforme de l'État et du régime parlementaire qui crée les bases d'une véritable démocratie économique et sociale. En vue de susciter la reprise, l'État prendra les mesures nécessaires pour influencer la conjoncture au maximum, notamment une politique de l'épargne tendant à la sécurité des placements, une politique de crédit favorisant les branches de l'économie qu'il conviendra de développer, une politique tendant à la réduction de la durée du travail et à la normalisation des salaires par l'établissement d'un régime contractuel et d'une reconnaissance syndicale, commission paritaire, convention collective, minimum de salaire, l'intégration étroite du Congo à l'économie nationale nouvelle. L'application de ces mesures sera orientée vers, petit A, une plus large satisfaction des besoins de première nécessité, petit B, l'accroissement du confort par la construction de nouvelles habitations, petit C, l'amélioration de l'outillage économique, petit D, le progrès de l'enseignement en vue de l'élévation de l'âge scolaire, de l'apprentissage et du réapprentissage et de la forme d'un corps d'élite, d'ingénieurs, de techniciens, de médecins, d'auxiliaires sociaux, d'éducateurs. Donc vous voyez ici que l'idée est un petit peu d'amener plus d'égalité sociale, de permettre aux gens d'accéder à l'enseignement, de permettre aux gens d'avoir une représentation syndicale, de permettre aux gens de pouvoir se manifester d'une façon ou d'une autre dans l'emploi, une hausse salariale. Donc on voit finalement qu'en 1934, ce plan du travail vise à amener plus d'égalité dans la vie. C'est un petit peu notre réponse finalement, tandis que d'autres vont voir la droite petit à petit entrer en jeu pour remettre plus d'ordre, d'égalité, etc. Et donc on va avoir des dérives qui vont apparaître
en Allemagne, en Italie, etc. Nous, on va au contraire se diriger plus vers une politique sociale, dans laquelle on va essayer à un moment donné de mettre en évidence pas mal de choses. Et donc cette politique sociale transparaît dans ce plan du travail de 1934 qui est assez intéressant. Alors si on regarde ensuite un autre document, les principales lois sociales, on commence en 1919, on voit que déjà 1919, dès la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une volonté d'améliorer le quotidien des ouvriers, des êtres humains en règle générale, bien évidemment, mais des classes sociales les plus défavorisées. Premièrement, en 1919, une loi sur l'ivresse, puisqu'on le sait, dans certains cas, vous aviez une ivresse qui était tellement importante, des gens qui dépensaient toute leur paye, ils gagnaient 50 francs au travail, et le lendemain, ils n'avaient déjà plus rien parce qu'ils avaient payé des verres à tous les copains, etc. Ils s'étaient eux-mêmes payé un verre, etc. Et donc, il va falloir à un moment donné légiférer pour réguler ça. Et en 1919, pareil, une loi sur l'ivresse. Dès 1919, pareil également, une loi sur les habitations à bon marché. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on va voir naître à divers endroits des habitations qui sont accessibles aux ouvriers. C'est comme ça que naissent diverses cités ouvrières. Si on regarde ici, alors je dis peut-être une bêtise parce que je n'ai plus la date exacte de fabrication en tête, mais par exemple du côté de Cherat, vous avez ce qu'on appelle la cité Saroléa. C'est des logements. À Bénezet, vous avez les maisons le long de la Grande Route sont des maisons pour certaines ouvrières, etc. Et donc ce sont des logements qui étaient généralement des logements fabriqués sur un même principe. Après souvent on voit aussi des maisons comme ça fabriquées sur un même modèle, qui sont des maisons à bon marché finalement, qui permettent aux gens, aux ouvriers, d'acheter une petite habitation qu'ils vont pouvoir petit à petit transmettre à leurs enfants, etc. C'est-à-dire ne plus être des locataires ou quoi que ce soit, mais d'être des propriétaires. Troisième loi, la loi sur les pensions de vieillesse, 1920, la possibilité aux gens d'avoir une pension. 1921, la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures. Ça semble bête aujourd'hui parce qu'on y est dans la journée de 8 heures. Mais à une époque, c'était pas le cas. À une époque, on faisait des journées qui pouvaient aller jusqu'à 14 heures par exemple. Et donc les gens étaient épuisés. La semaine de 48 heures aussi. Là depuis, on est encore revenu, on a encore diminué ceci, mais on fait en sorte de permettre aux travailleurs d'avoir un confort de travail assez important. Contrat d'emploi en 1922 qui permet aussi d'avoir une certaine légalité dans le contrat qui est fait. C'est plus un contrat oral, mais un contrat qui est obligé d'être écrit, etc. Ce qui fait que si demain votre employeur vous licencie, vous pouvez retourner dans votre contrat et dire, voilà, on a signé un contrat l'un et l'autre qui dit que ceci, cela, et donc voilà. Assurance vieillesse obligatoire, 1924. Pension des ouvriers en 1924. 1930, allocation familiale aux salariés. 1937, allocation familiale aux indépendants. 1930 encore, pension des employés. 1936, congés payés et semaine des 40 heures. 1944, Office national de la sécurité sociale. Donc depuis 1919 jusqu'en 1944, il y a plusieurs choses qui se mettent en place pour favoriser les choses à une grande partie de la population qui vivait autrefois dans la précarité, l'alcoolisme, etc. Et petit à petit, on fait en sorte d'installer une sécurité sociale, des pensions, des semaines moins chargées, des loisirs petit à petit qui vont se mettre en place, etc. avec les congés payés. Et toutes sortes de choses qui vont permettre d'améliorer le quotidien des ouvriers entre les années 20 et les années 40. Alors si on regarde aussi le document suivant, le nombre de grèves, de grévistes, de chômeurs en Belgique, et on regarde qu'en 1929, par exemple, le nombre de grèves est à 165. On est l'année même du crash, donc visiblement il y a quelque chose qui se passe ici. Nombre de grévistes, nombre de chômeurs en octobre, on est à 17 221 chômeurs. Et puis les choses vont continuer. 1930, on voit que ça s'accélère un petit peu, les choses augmentent presque drastiquement, puisque on a moins de grèves, on a 93 grèves seulement, donc le nombre de grèves a diminué, mais par contre le nombre de grévistes a augmenté, parce que petit à petit la crise économique est en train de nous impacter. Alors le nombre de chômeurs, il passe de 17 221 à 72 126, vous voyez que la crise économique a eu son impact, et que cet impact ne va faire que s'accélérer, puisque si vous regardez en 1931, on est à 22 872 grévistes, donc ça a encore diminué, mais par contre le nombre de chômeurs a augmenté à 207 378. Et ainsi de suite, on voit si on regarde le nombre de chômeurs, qu'en 1932 on est à 328 680, et puis petit à petit ça va baisser légèrement, 291 176 en 1933. Et puis on remonte encore un petit peu en 1934 à 326 790, etc., etc., etc. Et vous voyez que les chiffres finalement vont fluctuer d'année en année, mais que la crise économique a eu un impact sur le chômage, sur le nombre de grèves et le nombre forcément de chômeurs. Alors le nombre de chômeurs il explose si vous regardez ici, en 1936 on est à 999 grèves par exemple. On a 999 grèves rien que pour l'année 1936. Et donc là, c'est vraiment l'année, en termes du nombre de grèves, qui est l'année phare.
Et si vous regardez le nombre de chômeurs, 328 680 en 1932, donc on voit qu'entre 1932 et 1936, il y a vraiment des événements qui se passent. C'est le moment où la crise nous frappe de plein fouet. Alors si on regarde, bien évidemment, tout ça va se traduire dans les salaires, par exemple. Les salaires vont augmenter, puis si on regarde dans le document suivant, 1929, on a un salaire nominal qui est évalué à 100, et puis 1930, on monte à 108, et puis à un moment donné, il y a une dégradation qui se fait. Dès 1931, on redescend, 101. 1932, on est à 92, 33, on est à 90, 34, on est à 86, 35, on est à 82. Et puis il y a une petite remontée qui se fait en 1936, et cette remontée va se perdurer jusqu'en 1939 et l'éclatement de la guerre. Donc vous voyez ici, encore une fois, que dans l'évolution des salaires, outre les grèves, il y a aussi les salaires qui vont fluctuer, qui vont baisser de manière assez visible, pour finalement légèrement remonter. Alors tout ça, bien évidemment, ça se manifeste dans la politique. Les gens, ils sont frustrés d'un point de vue économique, d'un point de vue professionnel, de diverses manières différentes, et ça se marque dans les intentions de vote. Les gens vont voter plus facilement pour un parti ou l'autre, en fonction des promesses qui sont faites par ce parti. Si on regarde ici le document 37.5, l'évolution du nombre de sièges des partis présents à la Chambre des représentants entre 1929 et 1940, en 1929, vous voyez que la tendance générale, c'est essentiellement les catholiques. On est à 76 sièges, le Parti ouvrier est derrière avec 70 sièges, le Vlaams National Verbond, on voit qu'ils sont à 11 sièges, donc ils sont présents mais c'est pas énorme. Les communistes, Parti communiste belge, ils sont à 1 siège, donc voilà. Et puis en 1932, vous pouvez voir que le Parti catholique, il se maintient bien, hein, il augmente de 3 sièges, tout comme le Parti ouvrier, l'ancêtre du Parti socialiste, le Parti ouvrier, il monte de 3 sièges. Et le Parti libéral, par contre, lui, il perd 4 sièges. Petit à petit, les libéraux, ils perdent un petit peu leur force. Même chose pour le Vlaams National Verbond, qui passe de 11 à 8 sièges. Par contre, le Parti communiste monte. Donc on voit qu'il y a une extrême qui est en train tout doucement de se dessiner. 1936, on voit encore une fois ici qu'on est impacté de plus en plus par la crise. Là, les catholiques, ils ont perdu énormément de sièges. Le Parti libéral, même chose, ils perdent encore des sièges. Par contre, le Parti ouvrier belge, les socialistes, c'est-à-dire une politique de gauche, eux, ils se maintiennent. On est en 1936, c'est-à-dire qu'en 1934, il y a eu le premier document qu'on a vu, le plan de travail, etc. Ce qui fait que les socialistes ont un petit peu le vent dans le dos. Le Vlaams National Verbond, on voit par contre qu'ils sont à 16 sièges. Ils ont fait une percée assez importante, ils ont doublé leur présence. Même chose pour les communistes qui, quant à eux, ont triplé leur présence, ils passent de 3 à 9 sièges. Et surtout, vous avez un petit nouveau qui arrive, le parti rexiste. Alors, Rex, je fais un petit aparté, Rex, c'était un parti d'extrême droite. C'était un peu le parti fasciste belge qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Léon Degrelle, qui est un personnage assez fantasque dans la mesure où il était persuadé d'être l'inspiration de Tintin. Il était vraiment persuadé d'avoir une ressemblance physique avec Tintin, etc. Et c'est surtout quelqu'un qui a tenu des discours, etc. et qui a collaboré pleinement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était un orateur qui parvenait à amener les gens où il voulait les amener. Et il y a notamment un documentaire qui a été diffusé il y a quelques années sur la RTBF, dans lequel il explique comment il était capable de parler aux gens. Je vous laisse ce petit extrait actuellement, parce que c'est tout à fait intéressant. Il vous explique comment lui, il arrive à captiver une foule. Eh bien, de là en haut, je tournais comme ça, comme un épervier, pour chercher le public. Puis à un moment donné, les fluides s'ouvraient, je plongeais. Et pendant 2 heures, je tenais la foule comme si je la tenais dans mes griffes. Et pour décrocher, il fallait vraiment que je fasse un effort, arracher cette foule, écarter mes griffes, pour réapparaître sur le sol. C'est ça l'éloquence. C'est pas dire n'importe quoi. C'est saisir l'être complètement. Après ça, les gens étaient possédés, je les tenais. Et c'est comme ça que je suis parvenu à happer des centaines de milliers de personnes qui n'étaient pas venues pour ça, qui étaient venues en curieux, ou qui étaient venues en adversaire. Et donc vous voyez que Rex, par l'intermédiaire de son leader Léon Degrelle, qui se voyait finalement comme le fils qu'Hitler n'avait jamais eu. Léon Degrelle fait une percée extraordinaire en 1936 avec Rex, 21 sièges d'un seul coup. En 1936, on voit qu'on est vraiment dans une logique plus radicale, mais ça va s'estomper très rapidement. Ils vont redescendre à 4 sièges en 1939 à l'aube de la guerre. Donc c'est dire à quel point, finalement, les extrêmes ne perçaient pas outre mesure chez nous.
On est resté vraiment traditionnaliste en termes politiques, nous, pendant l'entre-deux-guerres, avec les libéraux, l'ancêtre du MR actuel, les socialistes, le Parti ouvrier, c'est-à-dire l'ancêtre du PS actuel, et les catholiques, l'ancêtre du CDH actuel. On voit que c'est vraiment les trois forces qui se maintiennent, avec une tendance plus importante pour les catholiques, et très près derrière eux, le Parti ouvrier belge, c'est-à-dire les socialistes. Là où les partis d'extrême gauche, c'est-à-dire le Parti communiste ou les partis d'extrême droite, font de temps en temps des percées, remontent un petit peu, mais finissent toujours par s'effondrer, parce que le Belge n'est visiblement pas, pendant l'entre-deux-guerres, totalement radical dans sa pensée politique. Alors si on regarde le document suivant, la composition des gouvernements en Belgique entre 1927 et 1944, vous voyez, si on les suit, 1927, on a des catholiques des libéraux, 1931, catholiques libéraux, 1932, catholiques libéraux, 1934, catholiques libéraux. 1935, on voit une percée des socialistes, catholiques libéraux socialistes, socialistes qui vont rester au pouvoir aux élections de 1936, qui vont ensuite également intervenir en 1937, ils vont rester au pouvoir. 1938, même chose, on est encore dans une tripartite socialiste, catholique et libérale. 1939, catholiques et socialistes, donc là les libéraux sont hors jeu. 1939 encore, 2 mois plus tard, catholiques et libéraux reviennent, les socialistes ont été un petit peu évincés, et de 1939 jusqu'en 1944, là on est dans un gouvernement d'union nationale où les trois grands partis se sont associés, les catholiques, les socialistes et les libéraux, dans l'effort de guerre sur lequel on viendra dans un prochain cours, puisqu'on va très rapidement s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale. Alors si on regarde la composition de la chambre en Italie cette fois-ci, pas en Belgique, si on regarde la composition de la Chambre entre 1919 et 1924, eh bien on voit petit à petit, mais ça je ne me penche pas là-dessus trop longtemps, de la même manière que je ne me pencherai que très peu sur le document suivant, puisqu'on a déjà vu le fascisme et le nazisme. Le document ici qui montre la composition de la Chambre italienne entre 1919 et 1924, eh bien plus vous avancez, plus vous voyez une progression fasciste très importante, à tel point que dans le premier graphique en fromage, vous voyez qu'il y a finalement une quasi-égalité des partis, même chose, socialistes, catholiques et libéraux se maintiennent avec quelques autres partis, et puis on voit une petite entrée fasciste en 1921 avec 35 sièges, les communistes aussi sont là avec 16 sièges, mais on a quand même une tripartite très importante entre les libéraux, les catholiques et les socialistes, et puis dès 1924, c'est la marée fasciste, où on a 355 sièges qui sont pris par les fascistes et qui ont vraiment réussi à prendre les intentions de vote et les places à la Chambre aux autres partis. Donc vraiment une importance prise par les Italiens dès 1924, mais on est déjà venu là-dessus dans l'un des derniers cours. Et en Allemagne, même chose, dernier document, résultat des élections législatives sur la République de Weimar en pourcentage de voix entre 1919 et 1933. Bien, vous voyez petit à petit que si on commence 1919, 1920, 24, 24, 28, 30, 32, 32, 33 finalement, on voit que les communistes sont très faiblement représentés, que ça grimpe mais que ce n'est pas toujours extraordinaire. Les sociodémocrates, le centre et les démocrates libéraux, ils ont aussi petit à petit une légère présence, mais ce n'est pas toujours extraordinaire. Et puis alors vous avez les nationaux allemands, parti nationaliste, qui a une certaine force, quand même une certaine importance. Et alors le NSDAP, c'est-à-dire le parti d'Adolf Hitler, qui dès 1924 fait une percée et va gagner d'un coup, si on regarde juste cette colonne NSDAP, 6,6% le 24 mai 1924. Ils descendent le 7 décembre 1924 à 3%. Ils redescendent à 2,6% en 1928. Ils remontent d'un coup, d'une manière fulgurante, le 14 septembre 1930 à 18,3%. Et puis le 31 juillet 1932, ils sont à 37,7%. En novembre 1932, ils sont à 33,1%. Et en mars 1933, 44%. Et là, on voit véritablement que c'est la force qui s'est imposée dans l'entre-deux-guerres. Donc on voit ici, finalement, quand vous regardez le cas, quand on compare l'Italie, la Belgique et l'Allemagne, on voit qu'en Italie et en Allemagne, les fascistes vont s'implanter à partir de 1924, ils vont commencer à entrer, ils vont avoir une entrée fulgurante à la Chambre en Italie. Ça va être un petit peu plus tardif en Allemagne, il faudra attendre le 1930 pour vraiment qu'il y ait une percée extraordinaire du NSDAP, donc du parti d'Adolf Hitler, et puis ça va exploser. Là où chez nous en Belgique, on était plutôt orienté vers une politique sociale, socialisante, socialiste. Même chose en France, où en 1936, ils vont avoir ce qu'on appelle le Front populaire qui va offrir les premiers congés payés, etc. Et donc les pays francophones, Belgique, France, vont être dans l'entre-deux-guerres dans une logique plus sociale, qui va viser à veiller au bien-être du travailleur et à limiter les problèmes et la casse liée à la crise de 1929.
là où les fascistes italiens et les nazis allemands vont prendre beaucoup plus d'importance et petit à petit prendre les intentions de vote et devenir la force majeure. Donc là où en Belgique et en France on réagit du point de vue d'une politique sociale, les Allemands et les Italiens ont tendance à se radicaliser de manière assez importante jusqu'à laisser arriver au pouvoir des gouvernements d'extrême droite. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Someone came and took Camille away today. Everybody who watched had so much to say. Looking at the ground, she hid her face, still refusing to scream out her hate.